Je m'appelle Julian Kensington. J'ai 28 ans et, lors du dernier Thanksgiving, mon propre père m'a regardé droit dans les yeux et m'a publiquement dépouillé de tout mon héritage devant notre famille élargie. Alors que j'étais assis tranquillement au bout de la table à manger, mes parents ont fièrement remis des titres de propriété de premier ordre et d'immenses fonds fiduciaires à mon frère aîné et à ma sœur. Puis mon père s'est tourné vers moi, la voix dégoulinante d'un dégoût absolu. Il a dit: tu ne toucheras pas un seul dollar tant que tu n'auras pas arrêté de t'amuser avec des camionnettes de livraison et que tu n'auras pas trouvé un vrai travail. Ils ont carrément ri de moi. Ma propre chair et mon propre sang ont ricané alors que j'étais humilié devant 30 personnes. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. Mon téléphone était juste là, dans ma poche, sur le point de sonner pour un appel de mon directeur des opérations. Cet appel allait confirmer un virement de 40 millions de dollars de SoftBank, faisant officiellement de moi le PDG d'une entreprise technologique valorisée à 100 millions de dollars. Et maintenant, ma famille supplie désespérément d'avoir une place à cette même table dont ils m'avaient banni. Avant de vous raconter exactement comment j'ai brisé leur petit monde parfait et arrogant, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez au karma et à la véritable justice. Et s'il vous plaît, dites-moi depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Maintenant, retournons là où ce cauchemar a vraiment commencé. La salle à manger de la famille Kensington semblait sortie d'un magazine d'architecture haut de gamme. C'était le genre de pièce qui sentait l'argent vieux, l'encaustique au citron et les attentes étouffantes. Nous étions réunis dans notre domaine côtier principal pour le dîner annuel de Thanksgiving. Les lustres en cristal projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la table massive en acajou qui appartenait à notre famille depuis 4 générations. L'argenterie lourde cliquetait contre la porcelaine fine, la dinde rôtie, le vin de Bordeaux coûteux, les compositions florales de saison parfaitement arrangées. Tout cela était une pièce de théâtre magnifiquement mise en scène, et nous n'étions tous que des acteurs censés jouer notre rôle à la perfection. J'étais assis près de l'extrémité de la table, exactement là où se trouve la déception de la famille. Mon frère aîné, Arthur, était assis à la droite de mon père. Arthur était le fils en or. C'était un avocat d'affaires brillant qui se préparait à une campagne électorale pour le Congrès très médiatisé. Il portait un costume italien sur mesure et une lourde Rolex en or qui accrochait la lumière chaque fois qu'il attrapait son verre de vin. En face de lui était assise ma sœur Béatatrice. Béatatrice était une directrice de la communication politique influente qui traitait chaque réunion de famille comme un point de presse télévisé. Elle portait un élégant collier de perles et une robe en soie qui coûtait probablement plus que tout mon salaire de ma première année. Mes parents les couvaient d'une adoration sans complexe. Ils parlaient la langue des Kensington, pouvoir, héritage, ambition agressive et image publique irréprochable. Et puis il y avait moi. J'étais le gars qui portait une simple chemise boutonnée bleu marine bon marché. Ayant conduit pendant 4 heures éprouvantes sous une tempête de grésil dans une Honda Civic de 10 ans, j'avais garé ma berline rouillée et bruyante bien loin de la rutilante Porsche 911 d'Arthur pour ne pas gâcher l'esthétique de l'allée circulaire. Je n'étais pas à ma place. Je ne l'ai jamais été. Au milieu du plat principal, mon père s'est raclé la gorge. C'était un son sec et autoritaire qui a instantanément fait taire toute la pièce. Les proches ont arrêté de mâcher. Les tantes et les oncles ont posé leurs fourchettes en même temps. Mon père s'est délicatement tamponné la bouche avec une serviette en lin, s'est levé lentement et a pris son verre de vin en cristal. Il a annoncé de sa voix de tribun qu'il était temps de discuter de la restructuration des actifs familiaux et de la distribution officielle de l'héritage. Il a commencé par Arthur. Naturellement, mon père a fièrement déclaré que la vaste propriété de vacances de Nantucket et une part importante du portefeuille d'actions agressives de la famille seraient officiellement transférées au nom d'Arthur d'ici la fin de l'année pour soutenir sa prochaine campagne politique. Arthur a souri humblement, une expression parfaitement travaillée, et a levé son verre vers la salle. Les proches ont applaudi avec enthousiasme. Vint ensuite Béatatrice. Mon père a annoncé que son immense fonds d'études, auquel il avait à peine touché grâce à ses bourses d'études complètes, avait été converti en une fiducie immobilière à haut rendement. Il lui a officiellement remis le contrôle total de la fiducie ainsi qu'une importante injection de liquidité pour son entreprise de relations publiques en pleine expansion. Tout le monde a de nouveau applaudi. Béatatrice a envoyé un baiser à nos parents. C'était un spectacle écœurant et orchestré de richesse et de favoritisme flagrant. Je gardais les yeux fermement fixés sur mon assiette, coupant méthodiquement un morceau de viande rôtie que je n'avais absolument pas l'intention de manger. Je savais exactement ce qui allait suivre.
C'était le moment qu'il préparait depuis le début de la soirée. Mon père s'est lentement tourné son regard vers le bout de la table. La chaleur dans ses yeux a complètement disparu, remplacée par un regard froid, calculateur et profondément analytique. La pièce est devenue parfaitement, inconfortablement silencieuse. Il a parlé sur ce ton diplomatique et bas qu'il réservait à l'annonce de nouvelles dévastatrices à un avocat adverse. Il a déclaré que ma mère et lui avaient décidé qu'il était préférable de suspendre toute attribution financière majeure me concernant. Il a appelé cela une pause temporaire. Il a prétendu que c'était pour mon propre bien, afin de me motiver à trouver une voie professionnelle stable et visible au lieu de gâcher ma vie dans des entrepôts. Béatrice est immédiatement intervenue, faisant tourner son vin coûteux, affirmant que les startups étaient tout simplement trop risquées et que la famille ne pouvait pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres dans un gouffre de mauvaises décisions. Arthur a hoché la tête en signe d'accord solennel, ajoutant que mon travail n'était pas assez public pour que leurs conseillers financiers puissent l'évaluer correctement. Il parlait de moi comme si j'étais un actif toxique, un mauvais investissement qu'il fallait passer par perte et profit plutôt qu'un fils assis à 1,2 m. J'ai posé ma fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Le cliquetis a résonné bruyamment. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et je lui ai demandé de clarifier sa déclaration devant toute la pièce. Je lui ai demandé de but en blanc s'il m'excluait formellement de la fiducie familiale simplement parce que je refusais de suivre exactement son modèle d'entreprise. Ma mère s'est rapidement penchée en avant, tordant nerveusement sa massive alliance en diamant, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'un recadrage nécessaire pour m'aider à grandir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une crise émotionnelle. J'ai simplement souri d'un sourire froid et dur, et j'ai dit que je comprenais d'une manière absolue. À cette seconde exacte, mon téléphone a vibré violemment contre ma cuisse. Il a vibré à nouveau, puis une troisième fois en succession rapide. C'était ma ligne professionnelle d'urgence. J'ai sorti le téléphone de ma poche. L'écran brillant a illuminé la pièce sombre. L'identité de l'appelant a clignoté, Marcus Urgent. Marcus était mon directeur des opérations. Il connaissait les règles extrêmement strictes concernant les appels pendant les événements familiaux. S'il m'appelait en ce moment à plusieurs reprises, c'était soit que le monde s'effondrait complètement, soit que nous venions officiellement de le conquérir. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé de la table. Mon père a poussé un soupir agacé, critiquant ouvertement mon manque de savoir-vivre élémentaire à table et exigeant que je me rasseye, mais je l'ai complètement ignoré. J'ai porté le téléphone à mon oreille, juste là, au milieu de la salle à manger silencieuse et jugeante. Marcus n'a même pas pris la peine de me dire bonjour. Sa voix est sortie du haut-parleur, forte, nette et incroyablement claire, coupant le lourd silence de la pièce comme une lame de rasoir. Il a crié que SoftBank venait de confirmer le virement de 40 millions de dollars. Il a dit que les fonds étaient officiellement sur notre compte d'entreprise. Il a annoncé que la valorisation pré-IPO de 100 millions de dollars était complètement verrouillée et juridiquement contraignante. Et puis, il m'a appelé à haute voix, PDG. Je suis resté figé pendant une fraction de seconde. Les mots ont résonné contre les murs en acajou et les verres en cristal. Je pouvais physiquement sentir les yeux de 30 parents riches et arrogants me brûler le visage. Le verre de vin de mon père s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche grande ouverte. Béatrice a laissé tomber sa lourde fourchette en argent sur son assiette dans un grand fracas. Arthur me fixait, la mâchoire légèrement entr'ouverte, essayant d'assimiler les chiffres qu'il venait d'entendre. J'ai dit à Marcus, en gardant une voix absolument stable, que c'était une excellente nouvelle et je lui ai demandé de planifier un appel d'équipe mondiale pour la première heure le lendemain matin. J'ai raccroché, j'ai glissé lentement le téléphone dans ma poche et je me suis rassis sur ma chaise. Le silence dans cette pièce était absolu. C'était quelque chose de vivant, de palpable. Il était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai regardé ma famille, mon secret à 100 millions de dollars enfin révélé au grand jour, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne me souciais plus de leur argent. Ce qui m'importait, c'était les décennies de manque de respect, l'isolement et la cruauté qui nous avaient conduits à ce moment précis. Car pour comprendre l'absolue perfection de leur visage stupéfait et horrifié, il faut comprendre l'enfer pur et agonisant qu'ils m'ont fait traverser pour en arriver là. Grandir en tant que Kensington signifiait que vous étiez essentiellement un produit haut de gamme sur une étagère de présentation, constamment mesuré, poli, testé et évalué. L'amour inconditionnel n'était pas un concept qui existait dans notre immense maison. L'amour était une monnaie très restreinte,
distribués strictement en fonction de vos derniers résultats scolaires, de vos scores aux examens standardisés et du prestige social des personnes que vous fréquentiez le week-end. Dès le jour où Arthur a su marcher et parler, il a été le fils prodige incontesté. Il était agressif, bruyant, farouchement compétitif et incroyablement charismatique. Dès sa première année de lycée, il remportait des championnats nationaux de débat et serrait la main d'hommes politiques locaux lors de réceptions exclusives dans des country clubs. Lorsqu'Arthur a reçu sa lettre d'admission à la Harvard Law School, mon père était si extatique qu'il l'a immédiatement emmené chez un concessionnaire de luxe et lui a acheté une Porsche 911 neuve au comptant. Je me souviens très bien être resté sur le porche dans le froid glacial, regardant Arthur faire vrombir agressivement le moteur dans notre allée pendant que mes parents se tenaient à côté de lui, applaudissant et l'acclamant comme s'il venait de guérir une maladie grave. J'étais d'une espèce totalement différente. Je détestais les projecteurs. Je détestais porter des costumes rigides ou débattre pour le sport dans une salle d'audience bondée. J'étais profondément fasciné par les systèmes. J'aimais comprendre comment les choses cassées pouvaient être systématiquement réparées. Pendant qu'Arthur faisait du réseautage dans les clubs de voile, j'étais généralement caché dans le coin poussiéreux et mal éclairé de notre immense garage. J'ai passé mon adolescence à démonter de vieux ordinateurs, à créer des applications rudimentaires de suivi des stocks et à tracer des itinéraires logistiques complexes pour le simple plaisir intellectuel de la chose. Mes parents me regardaient comme un animal errant malade qu'ils étaient forcés de loger. Pour eux, le travail manuel ou tout ce qui ressemblait à de l'ingénierie technique était strictement réservé à la classe ouvrière, pas à un Kensington. Ma mère me présentait à ses amis de la haute société avec un sourire pincé et terriblement désolé. Elle se forçait à rire et disait « Voici Julien. Il essaie encore de trouver sa voie dans la vie. » J'avais 18 ans et un parcours scolaire irréprochable. Mais parce que mes objectifs ne correspondaient pas à un diplôme de droit prestigieux dans une université de l'Ivy League ou à une candidature à un mandat public, j'étais officiellement étiqueté comme un raté. La véritable et dévastatrice profondeur de mon isolement m'a finalement frappé le jour de ma remise de diplôme à l'Institut de technologie du Massachusetts, MIT. Obtenir un double diplôme en ingénierie des systèmes et en analyse appliquée du MIT n'est pas un mince exploit. J'avais passé 4 années éprouvantes à trimer pendant des nuits brutales sans sommeil, à rédiger des modèles prédictifs complexes et à publier une thèse sur l'optimisation des itinéraires. J'ai obtenu mon diplôme parmi les tout premiers de ma promotion. Alors que j'étais assis dans l'immense auditorium bondé, entouré de milliers de familles en délire brandissant des pancartes et des fleurs, je continuais à regarder vers la section VIP du balcon. J'ai attendu. J'ai surveillé les lourdes portes en bois. J'ai continué à vérifier l'écran de mon téléphone jusqu'à ce que la batterie soit presque déchargée. Lorsque le doyen a enfin appelé mon nom, j'ai traversé la scène. J'ai serré mon diplôme de toutes mes forces. J'ai souri pour les photographes professionnels. Et quand j'ai levé les yeux vers la section exacte où ma famille avait promis de s'asseoir, elle était complètement, indéniablement vide. 5 chaises vides dans un océan de fête. 2 heures plus tard, debout tout seul sur le parking humide, tenant mon diplôme durement gagné, mon téléphone a enfin vibré. J'ai reçu un bref SMS de ma mère. C'était une photo haute résolution d'elle tenant une coupe de champagne lors d'un gala immobilier de luxe à Martha S. Vineyard. La légende disait, « Tellement fier de toi, Julien. Nous aurions aimé être là, mais ton père a dû finaliser une transaction immobilière commerciale importante. Faisons un dîner rapide le mois prochain. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai juste senti un œuf froid, dur et permanent se former au fond de mon estomac. C'est à ce moment précis que le garçon désespéré qui voulait l'approbation de ses parents est mort pour toujours. J'ai réalisé avec une clarté absolue que j'étais entièrement seul dans ce monde. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai complètement rejeté l'idée de travailler pour un géant de la technologie clinquant de la Silicon Valley. Je voulais désespérément comprendre la réalité brute et chaotique des chaînes d'approvisionnement sur le terrain. J'ai accepté un emploi mal payé et épuisant dans une entreprise de logistique de taille moyenne dans l'Ohio. Durant cette période incroyablement solitaire, j'ai repris contact avec une ancienne connaissance d'université nommée Léo. Léo était un étudiant en commerce bavard et très charismatique. Nous avons commencé à passer nos week-ends assis dans un restaurant local miteux et délabré, à boire du mauvais café noir et à esquisser méticuleusement une idée que je développais depuis des années. Il s'agissait d'un algorithme d'intelligence artificielle avancée conçu pour prédire et réorienter automatiquement les camions de livraison du dernier kilomètre lors de graves intempéries ou de perturbations soudaines du trafic. J'ai nommé le prototype Swift Route.
J'ai écrit chaque ligne de code moi-même. J'ai conçu toute la structure de la base de données. J'ai dessiné l'interface utilisateur. Léo était simplement censé utiliser son diplôme de commerce pour m'aider à présenter le produit fini à des entreprises de livraison locale et à gérer les documents marketing. J'avais une confiance totale en lui. Je pensais qu'il était mon frère d'armes. Un mardi après-midi pluvieux, je me suis connecté à notre dossier partagé sur le cloud pour mettre à jour les paramètres de routage principaux avant un test majeur. Le dossier principal était complètement vide. Les fichiers de sauvegarde étaient supprimés. Mon estomac s'est instantanément noué. J'ai composé frénétiquement le numéro de Léo. Je suis tombé directement sur une messagerie vocale déconnectée. J'ai roulé sous la pluie battante jusqu'à son immeuble. Le propriétaire m'a dit qu'il avait déménagé toutes ses affaires au milieu de la nuit. 2 jours plus tard, j'ai reçu une épaisse lettre recommandée par la poste. Elle provenait d'un cabinet d'avocats d'affaires extrêmement coûteux représentant un concurrent majeur de la logistique. La lettre était une mise en demeure formelle. Elle stipulait légalement que leur client d'entreprise avait formellement acheté les droits exclusifs d'un logiciel de routage prédictif. Léo avait pris l'intégralité de mon code source, avait enregistré la propriété intellectuelle sous une fausse société écran en son nom propre et avait vendu le travail de ma vie pour une somme colossale. J'étais complètement anéanti. J'avais à peine de quoi acheter des courses sur mon compte chèque, et encore moins de quoi embaucher un avocat pour lutter contre un procès d'entreprise de plusieurs millions de dollars. Je me suis assis sur le parquet froid de mon minuscule appartement, fixant le vide et la peinture qui s'écaillait sur le mur, ressentant une trahison si profonde qu'elle me rendait physiquement malade. D'abord, ma propre famille m'avait abandonné. Et maintenant, le seul ami en qui j'avais confiance me poignardait dans le dos pour de l'argent. L'univers me répétait sans cesse que je n'étais qu'un marchepied pour le succès des autres. J'ai sombré dans une dépression profonde et paralysante. J'ai arrêté d'écrire du code. J'ai arrêté d'essayer de construire quoi que ce soit. J'avais juste besoin de payer mon loyer pour éviter l'expulsion. Je suis donc au bout de la rue et j'ai postulé pour un emploi au salaire minimum dans une petite fleuriste indépendante en difficulté, appartenant à une gentille vieille dame nommée Madame Higgins. Madame Higgins se moquait de mes diplômes du MIT ou de mes ambitions brisées. Elle avait juste besoin de quelqu'un d'assez fort physiquement pour décharger de lourds sacs de terre, transporter de l'engrais et essayer d'organiser son calendrier de livraison complètement chaotique. Sa boutique était un désastre logistique. Les bouquets de mariage coûteux mouraient constamment à l'arrière de sa camionnette de livraison rouillée parce que son chauffeur empruntait des itinéraires terriblement inefficaces à travers la ville encombrée. Je passais mes journées épuisantes à sentir la terre humide, l'hélice écrasée et l'eau de javel bon marché. Ma famille, en apprenant ma nouvelle situation professionnelle, a cru que j'avais complètement perdu la tête. Lorsque Béatatrice a découvert que je transportais de la terre chez un fleuriste, elle a carrément demandé à son assistant de m'envoyer un lien vers une clinique d'évaluation psychiatrique d'élite. Affirmant que mon comportement erratique devenait un embarras public pour le nom prestigieux des Kensington. Mais Madame Higgins était différente. Elle prêtait attention. Elle m'a remarqué assis sur des seaux renversés dans la ruelle, dessinant frénétiquement des diagrammes de routage complexes au dos de vieux reçus froissés. Elle m'a apporté une tasse de tisane à la camomille chaude un après-midi glacial, a regardé mes notes mathématiques désordonnées et m'a demandé exactement ce que j'essayais de construire. J'ai regardé son visage gentil et ridé, et je lui ai dit que je pouvais régler tout son problème de livraison. Je lui ai dit que je pouvais construire un système personnalisé qui réduirait ses coûts de carburant de moitié et garantirait que chaque fleur arrive parfaitement fraîche. Elle n'a pas ri de moi. Elle n'a pas demandé un plan d'affaires de 60 pages ou un CV d'entreprise. Elle s'est simplement dirigée vers son ancienne caisse enregistreuse, en a sorti un billet de $50 tout neuf, me l'a tendu directement et a dit « Je te crois, Julien. Achète l'espace serveur dont tu as besoin pour y parvenir. » Ce billet de $50 a fondamentalement changé la trajectoire de ma vie. Je me suis remis à coder avec acharnement. J'ai reconstruit Swift Route entièrement de zéro, en utilisant une architecture complètement nouvelle, le rendant 10 fois plus rapide, plus intelligent et beaucoup plus performant que la version basique que Léo a volée. Je l'ai mis en œuvre chez le fleuriste le mois suivant. En 90 jours, les marges bénéficiaires de Madame Higgins ont grimpé en flèche à des niveaux qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans. J'avais enfin ma preuve irréfutable de concept. J'avais mon arme. Le feu en moi brûlait de nouveau. Et cette fois,
je ne construisais pas pour impressionner de manière désespérée ma famille. Je bâtissais un empire dans l'ombre pour moi-même. Mais alors que je prenais un élan incroyable, j'ai découvert un sombre secret de famille qui prouvait que la cruauté de mes proches allait bien plus loin et était bien plus malveillante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je croyais que le pire de la douleur était passé. Je me trompais tellement. La percée monumentale de Swift Route ne s'est pas faite du jour au lendemain dans un bureau luxueux aux parois de verre. Elle s'est construite sur une base éprouvante de nouilles instantanées bon marché, d'yeux en permanence injectés de sang et de rejets d'entreprises incessants et démoralisants. Lors d'un événement de réseautage technologique local, je me suis associé à Marcus. Marcus était un spécialiste des opérations brillant et affûté comme un rasoir, qui possédait exactement la même rancœur tenace que moi. Nous avons mis en commun nos maigres économies et loué un espace d'entrepôt en béton sans fenêtre dans la pire périphérie de la ville. Nous n'avions même pas de chauffage fonctionnel pendant les mois d'hiver brutaux. Nous portions de lourds manteaux d'hiver, des mitaines et des bonnets épais à nos bureaux pliants bon marché, travaillant sur du code complexe et des infrastructures logistiques 18 heures par jour. Nous étions épuisés, fauchés, mais intensément motivés. Alors que nous développions enfin l'entreprise et approchions de notre premier jalon opérationnel majeur, la saison des fêtes est revenue. Depuis 3 ans consécutifs, je n'avais mystérieusement reçu aucune invitation officielle au somptueux gala d'été de la famille Kensington, à la vente aux enchères caritatives annuelles ou au grand dîner de Thanksgiving. Quand je demandais timidement à ma mère la raison de cet isolement lors de nos rares et extrêmement brefs appels téléphoniques, elle poussait un soupir dramatique et rejetait la faute sur le service postal. Ou pire, elle utilisait cette voix mielleuse et condescendante en disant « Oh, Julien, mon chéri, c'était un événement en cravate noire très formel. Tu ne te serais pas amusé de toute façon avec tes bottes de travail et tes chemises en flanelle. » J'acceptais ces excuses pathétiques. Je pensais honnêtement que j'étais simplement un oubli, un inconvénient mineur qu'ils oubliaient parfois d'inclure. Mais un soir tard, alors que je mettais à niveau les protocoles de cybersécurité interne de notre entreprise, j'ai effectué un contrôle de routine sur mon serveur de messagerie personnelle. J'ai remarqué qu'un filtre anti-spam bloquait constamment des messages automatisés provenant de l'agence de relations publiques haut de gamme de Béatrice. J'ai ouvert les journaux du serveur pour ajuster les paramètres de sécurité, et ce que j'ai trouvé caché dans les empreintes numériques m'a glacé le sang. Béatrice, ma propre sœur, était la seule personne chargée de gérer les listes d'invités numériques et de coordonner les invitations pour tous les événements de la famille Kensington. J'ai fouillé dans les entêtes des emails, contourné le cryptage de base et recoupé méticuleusement les adresses IP. Les données racontaient une histoire terrifiante. Pendant 3 années consécutives, Béatrice avait délibérément et malicieusement modifié mes coordonnées dans la base de données principale de la famille. Elle avait volontairement changé une seule lettre de mon adresse email principale pour que chaque invitation numérique soit rejetée. Elle avait modifié manuellement le code postal de mon adresse physique pour que chaque invitation papier soit définitivement perdue dans le système postal. Elle s'était assurée avec une précision mathématique que je ne reçoive jamais la moindre notification. Et quand la famille élargie demandait parfois où était Julien pendant ces grands événements, elle jouait le rôle de la sœur triste et de l'innocente. Elle prétendait qu'elle avait essayé de me joindre à plusieurs reprises, qu'elle avait épuisé toutes les pistes, mais que j'étais simplement trop occupé à jouer dans des entrepôts ou trop rebelle pour venir soutenir la famille. Je suis resté figé sur ma chaise de bureau bon marché et grinçante, fixant les lignes de données lumineuses sur mon écran. La révélation m'a frappé comme un coup de poing direct en pleine poitrine. Il ne m'avait pas seulement oublié par hasard. Il n'avait pas simplement négligé mon existence. Béatrice m'avait activement, méthodiquement et méchamment effacé de toute l'histoire familiale parce que mon existence d'entrepreneur technologique en difficulté ne correspondait pas à l'image de richesse et de perfection qu'elle essayait désespérément de vendre aux riches donateurs politiques. D'Arthur. J'étais une tache sur la marque parfaite des Kensington, et elle m'avait éliminé sans pitié. J'ai agrippé le bord métallique froid de mon bureau si fort que mes articulations sont devenues d'un blanc livide. La colère est une chose très curieuse. Quand elle est chaude, elle vous fait crier, jeter des objets et agir de manière imprudente. Au contraire, quand elle devient froide comme de la glace, elle vous apporte un niveau de clarté terrifiant, précis comme un laser. Je n'ai pas décroché mon téléphone pour lui hurler dessus. Je n'ai pas confronté mes parents. J'ai canalisé chaque once de cette rage pure et sans mélange directement dans les fondations de mon entreprise. Marcus et moi sommes officiellement partis en guerre.
Nous avons cessé de perdre notre temps à présenter notre projet à de petites entreprises de livraison locale et avons visé directement le sommet de l'industrie. Nous avons ciblé la chaîne d'approvisionnement médical nationale, massive et hautement complexe. Les hôpitaux et les cliniques d'urgence perdaient des millions de dollars et, plus important encore, mettaient des vies humaines en danger parce que des équipements médicaux critiques, des vaccins sensibles à la température et des véhicules de transport d'organes étaient constamment retardés dans des embouteillages imprévisibles et de graves intempéries. Nous avons obtenu un rendez-vous et sommes entrés avec assurance dans la salle de conseil intimidante de la plus grande entreprise de logistique médicale de la côte est. Nous étions deux jeunes types portant des costumes bon marché, présentant notre logiciel face à des géants de la technologie d'entreprise. Nous n'avons pas utilisé de mots marketing pompeux. Nous avons sorti nos données brutes. Nous avons montré à leur cadre exactement comment SwiftRoute fonctionnait en temps réel lors de scénarios de crise. Nous avons prouvé mathématiquement que notre algorithme d'IA pouvait instantanément réduire leur taux d'échec de livraison critique de 32%. Lorsque le PDG imposant de cette entreprise médicale a finalement posé son stylo et signé notre premier contrat d'entreprise pluriannuel, je suis sorti de cet immense bâtiment de verre. J'ai regardé Marcus sur le parking et j'ai réalisé que nous venions officiellement d'atteindre notre premier $1 million de revenus récurrents annuels. À partir de ce moment précis, nous étions une force inarrêtable et agressive sur le marché. Nous avons rapidement étendu nos opérations à 27 États différents. Nous avons décroché des centaines de partenaires de distribution majeurs. Les plus grandes sociétés de capital risque de la Silicon Valley ont commencé à tourner autour de notre entreprise comme des requins affamés, suppliant presque de jeter des millions de dollars à nos pieds. Nous étions dans les étapes finales et éprouvantes de la négociation d'un virement de série B massif avec SoftBank, préparant notre structure d'entreprise pour une trajectoire qui mènerait inévitablement à une introduction en bourse d'1 milliard de dollars. J'étais riche. J'étais puissant. J'avais un personnel nombreux. Mais absolument personne en dehors de mon secteur technologique immédiat et très secret ne connaissait mon nom. Et ma famille perfide n'avait absolument aucune idée de mon succès monumental. J'ai délibérément gardé ma vieille Honda Civic bruyante de 10 ans. J'ai continué à vivre dans le même appartement modeste d'une chambre. Je portais les mêmes vêtements simples et bon marché. Puis, exactement 2 semaines avant les fêtes, l'épaisse enveloppe de couleur crème, scellée à la cire, est arrivée dans ma boîte aux lettres rouillées. C'était une convocation formelle, rédigée dans un langage juridique. L'adresse de retour était le siège du cabinet d'avocats d'affaires de mon père. C'était une invitation impérative à la réunion de famille annuelle de Thanksgiving au domaine principal. La lettre stipulait explicitement que la présence était strictement obligatoire, car mon père, agissant en tant qu'exécuteur principal, procéderait à la distribution finale des fiducies familiales, des propriétés immobilières lucratives et des reliquats des fonds d'études. J'ai jeté la lourde lettre sur la table de conférence de notre entrepôt avec un regard de pur dégoût. J'ai dit à Marcus que je n'irais pas. J'ai dit que j'en avais complètement fini de jouer à leur jeu psychologique tordu et toxique. Marcus s'est lentement adossé à une pile d'armoires de serveurs bourdonnantes. Croisant fermement les bras, il m'a regardé avec ce regard affûté et hautement analytique qui faisait de lui un directeur des opérations si brillant. Il a dit, « Julian, écoute-moi. Nous clôturons un tour de table de 40 millions de dollars ce vendredi. Tu es sur le point de faire la couverture du magazine Forbes. Si tu n'y retournes pas pour affronter ces monstres maintenant, tu porteras leurs fantômes avec toi dans chaque salle de conseil d'administration pour le reste de ta vie. Va dans le Maine. Laisse-les te montrer exactement qui ils sont une dernière fois. Laisse-les creuser leur propre tombe, et ensuite tu détruiras ce pont définitivement. » Il avait absolument raison. Je ne pouvais pas aller de l'avant et diriger un empire de 100 millions de dollars sans fermer définitivement la porte de mon passé traumatisant. J'avais besoin de les regarder droit dans les yeux. Non pas comme l'enfant effrayé et rejeté qui cherchait désespérément leur validation, mais comme l'homme puissant qui avait construit un empire massif sans un seul centime de leur héritage corrompu. J'ai préparé un petit sac de voyage en toile bon marché. J'ai mis ma chemise boutonnée bleu marine habituelle. Je suis passé devant le concessionnaire de voitures de luxe au bout de la rue, je suis monté dans ma Honda Civic cabossée et bruyante, et j'ai commencé la longue et éprouvante route le long de la côte sombre vers le Maine. Une tempête hivernale massive se préparait à l'horizon, mais je fonçais droit dans l'œil du cyclone. Le gravier gelé a crissé bruyamment sous les pneus usés et lisses de ma Honda Civic alors que je franchissais lentement les imposantes grilles en fer forgé du domaine des Kensington. La propriété était un vaste manoir colonial classé monument historique,
posé de manière sinistre sur une falaise rocheuse surplombant l'océan Atlantique gris et déchaîné. Il avait l'air exactement de ce qu'il était quand j'étais un enfant terrifié, froid, imposant et totalement inhospitalier. J'ai emprunté la longue allée circulaire et j'ai intentionnellement garé ma voiture cabossée juste à côté de l'entrée. Juste à côté de ma berline rouillée se trouvait le nouveau jouet coûteux d'Arthur, une Porsche 911 d'un noir de jet étincelant. Derrière elle se trouvait le Range Rover blanc immaculé de Béatatrice importé sur mesure. Le contraste visuel était presque comique. Ma voiture ressemblait à un déchet industriel qui s'était accidentellement envolé sur la pelouse parfaitement tondue d'un milliardaire. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer, j'ai éteint le moteur bruyant et je suis sorti dans le vent glacial et mordant. J'ai gravi les marches de marbre, j'ai saisi la lourde poignée en laiton et j'ai poussé les massives portes en chêne. Le grand hall était instantanément animé par le son d'un quatuor à cordes, le cliquetis constant de flûtes de champagne en cristal et les rires faux et retentissants de gens riches se félicitant agressivement de leur propre existence. J'ai remis mon manteau d'hiver bon marché et usé au personnel de service impeccablement vêtu et suis entré directement dans le salon principal. Dès mon entrée, le volume de la pièce bondée a visiblement chuté. Des dizaines de regards se sont tournés vers moi, balayant rapidement mes vêtements simples et sans marque, calculant silencieusement mon manque de valeur nette et jugeant ma présence. L'oncle Frédéric a été le tout premier parent à s'approcher de la cible. Frédéric était un banquier d'affaires à la retraite, extrêmement arrogant, qui portait exclusivement des vestes en tweed sur mesure et traitait absolument tout le monde comme un subordonné de bas étage. Il tenait un lourd verre de scotch coûteux dans une main, me frappant fort sur l'épaule avec une poignée de main bien trop agressive pour être amicale. « Julien » a-t-il lancé, sa voix résonnant de manière désagréable par-dessus la musique classique qui jouait dans un coin. « Regardez qui a enfin décidé de nous honorer de sa rare présence. Je t'ai vu arriver, tu conduis toujours cette vieille carcasse, à ce que je vois. Dis-moi, mon garçon, tu joues toujours avec tes petits camions de livraison dans la boue? L'économie est incroyablement difficile en ce moment. Peut-être que ton frère Arthur pourra te trouver une place pour trier les enveloppes dans la salle du courrier de son nouveau quartier général de campagne électorale. C'est fourni avec une assurance maladie. Quelques tantes fortunées et des cousins éloignés debout à proximité ont ricané dans leurs verres coûteux, appréciant visiblement cette humiliation publique. J'ai regardé de près le visage suffisant et rougi de Frédéric. 10 ans plus tôt, ces paroles cruelles auraient complètement brisé mon esprit fragile. Aujourd'hui, en regardant un homme dont toute l'identité était liée à une époque bancaire révolue, je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de pitié pour lui. Les camions fonctionnent très bien, oncle Frédéric, ai-je dit, en gardant une voix parfaitement égale, calme et totalement dépourvue de défensive. Vous seriez sincèrement surpris de voir la valeur réelle et concrète qu'il y a à amener les choses là où elles doivent aller à temps, plutôt que de simplement déplacer des chiffres imaginaires sur un tableur. Il a ricané bruyamment, son visage rougissant légèrement alors qu'il agitait la main d'un geste dédaigneux, visiblement agacé par mon absence de soumission. Oui, enfin, le noble travail manuel. Je suppose que quelqu'un doit faire le gros travail pour le reste d'entre nous. Je me suis éloigné de lui et me suis frayé un chemin avec précaution à travers la mer dense de costumes de créateurs coûteux et de robes en soie sur mesure. J'ai hoché la tête poliment, me prêtant au bavardage incroyablement toxique et épuisant qui définissait ma famille. Chaque conversation était une interrogation subtile et à peine voilée sur mon maigre salaire, mes conditions de vie prétendument terribles et mon absence flagrante et embarrassante de titres d'entreprise prestigieux. Béatatrice est passée à côté de moi, dégageant un parfum importé extrêmement cher et entêtant. Elle m'a offert un sourire pincé, venimeux et travaillé, mais n'a pas prononcé un seul mot, visiblement agacé que j'ai réussi à contourner ses blocages de mai et à me présenter. Arthur tenait salon près de la grande cheminée en pierre, discutant bruyamment et agressivement de sondages politiques et de niches fiscales d'entreprise avec les riches amis avocats de mon père, s'assurant que tout le monde sache exactement à quel point il était important. Finalement, la grande horloge grand-père ancienne dans le couloir a sonné. Et ma mère, vêtue d'une superbe robe émeraude sur mesure qui criait la vieille fortune, a invité tout le monde formellement dans la grande salle à manger. La disposition des places était un chef-d'œuvre de guerre psychologique et de hiérarchie familiale. Mon père était assis tout au bout de la table, ressemblant à un roi prêt à s'adresser à sa cour. Arthur était assis immédiatement à sa droite, la place du successeur favorisé. Béatatrice était assise à sa gauche. Les parents influents, les riches banquiers et les avocats prospères étaient regroupés près du haut de la table. J'étais délibérément relégué à l'autre extrémité, assis pratiquement près des portes battantes de la cuisine,
à côté de cousins éloignés et âgés qui parlaient à peine anglais et n'avaient visiblement pas envie de me parler. Le somptueux dîner a commencé. Plat après plat de caviar beluga importé, de riches soupes aux truffes et de viande parfaitement rôties ont été servis de manière fluide par le personnel de restauration silencieux et efficace. La tension dans mon estomac a commencé à se resserrer de plus en plus. J'ai discrètement vérifié ma montre sous la table. C'était presque l'heure. Je savais que Marcus était actuellement dans un bureau d'une tour de New York, finalisant activement la montagne de documents juridiques avec les banquiers d'affaires d'élite. Le virement massif de 40 millions de dollars devait arriver sur nos comptes d'entreprise à tout moment. Puis, les délicates assiettes à dessert en porcelaine ont été débarrassées par le personnel. Mon père a posé ses deux mains à plat sur la table en acajou verni. Le murmure discret de dizaines de conversations s'est éteint instantanément et docilement. Il a pris son lourd verre de vin en cristal, le liquide rouge foncé captant la lumière vive du lustre au-dessus de sa tête. Il a commencé son discours très attendu. Il a parlé magnifiquement et avec éloquence de l'héritage immaculé des Kensington. Il a parlé longuement du devoir, de la lourde charge de porter le nom de famille, et de la sécurisation de l'avenir financier et politique de la prochaine génération d'élite. Arthur, a dit mon père, projetant sa voix grave pour que chaque personne présente dans l'immense pièce puisse l'entendre parfaitement. Ton dévouement incroyable à la loi et ta prochaine campagne politique très attendue font la fierté de cette famille. Pour s'assurer que ton trésor de guerre politique soit entièrement et agressivement financé. Le domaine de Nantucket et le portefeuille d'actions principales te reviennent officiellement. Avec effet immédiat. Toute la pièce a éclaté en applaudissements nourris. Arthur a incliné la tête dans une démonstration d'humilité hypocrite et écœurante, levant son verre en portant un toast à sa propre grandeur. Béatatrice, a poursuivi mon père, les yeux brillants d'une fierté sincère. Ton brio absolu dans le domaine des relations publiques est inégalé dans cette ville. Ton immense fonds d'études est désormais une fiducie immobilière à haut rendement entièrement acquise, sous ton contrôle total. Nouveaux applaudissements nourris. Béatatrice a souri chaleureusement, envoyant un baiser à mon père et levant son verre vers la salle admirative. J'étais assis à l'extrémité sombre de la table, parfaitement immobile. J'observais ce spectacle grotesque de népotisme flagrant et d'arrogance. Je regardais mes parents acheter littéralement la loyauté et l'affection des enfants qui correspondaient parfaitement à leur moule d'entreprise superficielle. Mon père s'est arrêté. Le lourd silence s'est étiré pendant un long moment, pénible et inconfortable. Il a lentement, délibérément, tourné la tête. Son regard froid a balayé toute la longueur de la grande table en acajou, passant sur les parents fortunés jusqu'à ce que ses yeux se fixent enfin sur les miens, tout au bout. L'immense fierté a complètement disparu de son visage. Son expression s'est durcie instantanément en un masque de déception publique pure et sans nuance. Il a ouvert la bouche, inspirant profondément pour porter le coup de grâce dévastateur. Il était sur le point d'essayer de détruire ma vie et ma dignité devant chaque personne que je connaissais. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le poids de mon téléphone dans ma poche, et j'ai calmement attendu que le bourreau frappe. Mon père a pris une longue et lente gorgée de son Bordeaux millésimé, savourant le silence qu'il avait créé dans la pièce. Il m'a regardé à travers cette table en acajou comme si j'étais une tache de poussière disgracieuse sur son tapis italien importé et coûteux. Il s'est raclé la gorge, le son résonnant dans la salle à manger éclairé par les lustres comme un coup de marteau brutal dans un tribunal. Chaque proche, de l'oncle le plus riche au cousin éloigné le plus médisant, s'est penché en avant, leurs expressions mêlant curiosité prédatrice et jugement froid et calculateur. Et enfin, mon père a dit, sa voix dégoulinante d'une condescendance si profonde qu'elle semblait envelopper l'air de la pièce. Il a laissé le silence s'installer, sachant que chaque regard était fixé sur moi, attendant mon humiliation inévitable. Nous avons observé tes récentes entreprises professionnelles avec une grande inquiétude, Julien. Tu as passé la majeure partie de ta vingtaine à jouer au businessman, à t'essayer à des projets logistiques erratiques, tandis que tes frères et sœurs ont construit sans relâche des héritages réels. Tangibles et prestigieux. Ta mère et moi avons eu une discussion très sérieuse et attendue depuis longtemps au sujet de ton avenir. Nous avons décidé qu'il est dans l'intérêt absolu de la fiducie de la famille Kensington de suspendre toutes les attributions financières majeures te concernant, avec effet immédiat. Nous mettons en place un gel formel et indéfini sur tous tes actifs potentiels jusqu'à ce que tu puisses faire preuve d'un niveau de stabilité, de visibilité et de respectabilité qui s'aligne réellement sur les normes de longue date de notre famille. En bref, arrête tes bêtises et trouve-toi une vraie carrière respectable.
Il ne s'est pas contenté de me couper les vivres. Il a systématiquement insulté toute mon existence professionnelle. Il a présenté les choses comme si j'étais un enfant têtu et insensé qui avait besoin d'être discipliné par la main de fer du patriarche de la famille. Ma mère, qui était restée étrangement silencieuse jusqu'à ce moment précis, s'est penchée en avant, le visage tordu par un masque d'inquiétude feinte et étouffante. Elle tordait constamment son alliance massive en diamant, une habitude nerveuse qu'elle avait développée au fil des années à force de mentir effrontément. Ce n'est vraiment pas une punition, Julian, a-t-elle chuchoté, sa voix étant assez forte pour que chaque personne présente à la table entende sa pitié de façade. Nous pensons simplement qu'il est grand temps que tu prennes enfin des décisions de vie traditionnelles, stables et visibles. Les startups et les expériences logistiques sont tellement instables. Nous ne voudrions pas que tu gâches le nom établi de la famille Kensington avec un autre échec embarrassant comme cet incident chez le fleuriste. Nous faisons cela parce que nous t'aimons, mon chéri. Béatrice est immédiatement intervenue, ses lèvres s'étirant en un sourire narquois et triomphant que je voyais depuis que nous étions tout petits. C'est honnêtement pour le mieux, Julian. Tu devrais vraiment te concentrer sur la gestion de ton image et de ta marque. Les gens de nos cercles te prendront beaucoup plus au sérieux quand tu n'auras pas l'air de lutter constamment pour payer ton loyer ou de conduire une voiture qui a sa place à la casse. Arthur a ajouté son grain de sel arrogant, me regardant de haut avec un sourire narquois. Ton travail n'est pas vraiment public ou respecté, Julian. Il est incroyablement difficile pour le conseil des conseillers d'évaluer tes contributions réelles lorsqu'elles n'existent pas dans le monde réel de l'entreprise. Si tu t'étais appliqué à faire des études de droit comme je te l'ai suggéré il y a 5 ans, nous aurions pu avoir une conversation complètement différente et beaucoup plus productive ce soir. Je suis resté là, parfaitement, anormalement immobile. Mon sang bouillait si fort qu'on aurait dit du feu liquide dans mes veines, mais mon expression extérieure est restée un masque de pierre froide et impénétrable. Ils avaient manifestement répété toute cette mise en scène. Ils s'étaient assis dans ce salon avant mon arrivée, buvant, riant et coordonnant cette exécution publique. Ils voulaient me voir craquer. Ils voulaient me voir supplier, ramper et promettre d'être le fils Kensington obéissant et soumis qu'ils avaient toujours voulu que je sois. J'ai posé ma lourde fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine fine avec une précision délibérée et mesurée. Le son a été assourdissant dans le silence. Juste pour que ce soit absolument clair, ai-je dit, ma voix calme mais dégageant une force tranquille qui les a fait scier. Vous m'excluez formellement de la fiducie parce que j'ai choisi de bâtir une carrière qui ne suit pas strictement le modèle rigide et obsolète des Kensington? Ma mère s'est agitée inconfortablement sur sa chaise à haut dossier, son sourire vacillant. Nous ne t'excluons pas, mon chéri. Nous faisons juste une pause. Pas de propriété de vacances, pas de participation au fonds familial, pas d'accès aux ressources liquides. Et nous sommes toujours là pour toi si tu changes d'avis et décides de rejoindre le cabinet. La pièce a retenu son souffle. Il s'attendait à ce que j'explose. Il s'attendait à ce que je me mette à crier, à plaider, à me ridiculiser pour qu'il puisse dire, vous voyez, il est instable et ingrat. Au lieu de cela, je les ai regardés un par un avec un regard froid comme la glace. J'ai regardé la mâchoire arrogante de mon père se crisper, la fausse inquiétude de ma mère, les yeux malveillants de Béatrice, et le sourire satisfait d'Arthur. Et puis, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux ou joyeux. C'était le sourire terrifiant d'un homme qui détenait la main gagnante dans un jeu truqué. Compris, ai-je dit doucement, le mot résonnant avec une finalité qui a soudain mis Arthur mal à l'aise. C'est alors que mon téléphone a vibré violemment contre ma jambe. C'était le signal. Marcus appelait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je me moquais de leur étiquette ridicule. Je me moquais de leurs règles anciennes et étouffantes. Je me moquais d'être poli avec des gens qui m'avaient traité comme un moins que rien pendant une décennie. Je me suis levé de table, ma lourde chaise grinçant bruyamment contre le parquet verni, un bruit qui a fait sursauter ma mère. Vraiment, Julian, a lancé mon père, le visage prenant une vilaine teinte rouge brique. Nous sommes au milieu d'un dîner de famille formel. N'as-tu aucun sens des convenances? Je l'ai entièrement ignoré, mon attention se focalisant comme un laser sur l'appareil dans ma main. J'ai porté le téléphone à mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, m'assurant que toute la pièce entendrait chaque mot. Marcus, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la salle à manger silencieuse et tendue. Julian, la voix de Marcus est parvenue, énergique, nette et professionnelle, complètement inconscient qu'il avait un public en direct et horrifié.
SoftBank vient de confirmer le virement. Les 40 millions sont sur le compte de l'entreprise. La valorisation est officiellement certifiée à 100 millions avant l'introduction en bourse. Goldman Sachs veut que le communiqué de presse soit finalisé ce soir. De plus, l'équipe de Tokyo demande si tu es prêt à t'étendre officiellement sur le marché asiatique le trimestre prochain. Ils ont besoin de ta validation finale, PDG. Le silence qui a suivi était absolu. C'était un vide. C'était le bruit de la réalité s'écrasant sur leurs illusions. J'ai regardé mon père. Son lourd verre de vin en cristal était suspendu en l'air, complètement oublié. La fourchette de ma mère s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche ouverte, sa main tremblant violemment. Le visage d'Arthur est devenu d'un blanc spectral, ses yeux cherchant une sortie dérobée. Béatrice avait l'air d'avoir assisté à un terrible accident de voiture au ralenti. J'ai tenu le téléphone un instant, puis j'ai repris avec Marcus. C'est une excellente nouvelle, Marcus. Planifions un appel d'équipe pour demain matin. Dis à Goldman que j'enverrai mes notes finales ce soir. Je serai prêt pour l'expansion à Tokyo. Reçu, PDG, a dit Marcus joyeusement. On se parle bientôt. J'ai raccroché et j'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai regardé autour de la pièce. Le silence était toujours absolu, mais l'atmosphère était passée d'une supériorité riche et arrogante à une terreur existentielle paralysante. Je suis retourné vers mon siège, je l'ai reculé et je me suis assis. Ma famille avait l'air d'avoir vu un fantôme, ou peut-être la manifestation de leur propre échec monumental. Le silence a duré ce qui a semblé être une éternité, une boucle infinie de choc et d'incrédulité. Puis tante Clara, la seule personne à cette immense table dotée d'une colonne vertébrale et d'une âme véritable, a brisé la tension par un rire mélodieux et franc. Eh bien, a-t-elle dit, levant sa flûte de champagne vers moi avec un véritable scintillement dans les yeux. Je pense que cela mérite un vrai toast. Au PDG de la famille, enfin. J'ai croisé son regard et lui ai fait un petit signe de tête sincère. Elle avait toujours été la seule parente à me traiter comme un être humain plutôt que comme une ligne de budget. Ma mère a été la première à se ressaisir, son instinct de survie se mettant en marche immédiatement. Son visage s'est transformé en une fraction de seconde, passant du choc pur à une douceur feinte, mielleuse et pathétique. Julien, mon chéri, a-t-elle dit d'une voix essoufflée et désespérée, essayant de sauver les apparences. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous étions tellement inquiets pour toi. Mon père s'est penché en avant, son arrogance remplacée par une faim soudaine, intense et prédatrice. SoftBank, comme dans le SoftBank? Et Goldman est impliqué. Julien, nous aurions dû avoir cette conversation beaucoup plus tôt. Si tu nous avais dit que ton entreprise marchait si bien, nous aurions pu coordonner un investissement familial. Nous aurions peut-être pu t'aider à te développer encore plus vite. L'homme qui venait de me dire que je ne valais pas un seul dollar venait maintenant me proposer d'être mon principal investisseur, espérant parasiter le succès qu'il avait passé des années à essayer de détruire. L'audace était à couper le souffle. Arthur est intervenu, la voix légèrement plus aiguë que d'habitude, essayant de reprendre le contrôle du récit. Goldman Sachs, hein. C'est un vrai poids institutionnel. Nous pourrions présenter cela comme une initiative d'innovation de la famille Kensington. J'ai des donateurs de haut niveau qui adoreraient associer une histoire technologique moderne à ma plateforme de campagne. C'est absolument parfait pour le message. Béatrice n'était pas loin derrière, façonnant déjà la propagande dans sa tête. Nous organisons un panel sur la réforme des soins de santé de haut niveau le mois prochain, Julien. Brian, mon patron, adorerait te présenter. Nous pourrions présenter ton travail comme s'inscrivant dans le programme d'avenir de la campagne. C'est absolument parfait pour la presse. Il ne me regardait plus. Il regardait mon compte bancaire. Il regardait mon influence. Il me considérait comme un actif stratégique à exploiter, pas comme un fils à aimer. J'ai pris une longue, lente et délibérée gorgée de mon vin, les regardant se débattre comme des rats sur un navire qui coule. Je les ai laissés transpirer une minute, laissant la détresse de leur pitoyable revirement m'envahir. Je croyais que vous aviez dit que les startups étaient trop risquées, ai-je dit, ma voix calme et conversationnelle, coupant court à leur enthousiasme. Personne n'a ri cette fois. Pendant un instant, ils ont semblé sincèrement embarrassés par leur propre cupidité manifeste. Puis, comme mus par un minuteur, ils ont tous commencé à parler en même temps, essayant d'expliquer,
d'effacer l'histoire des 20 dernières minutes pour se faire passer pour des mentors visionnaires et protecteurs. Ma mère a tendu la main à travers la table, ses doigts brillants de lourdes bagues coûteuses, et a essayé de toucher la mienne. Mon chéri, je sais que nous avons été prudents, mais tu dois comprendre que nous étions simplement inquiets pour ton avenir. Les startups échouent, Julian. Nous ne voulions tout simplement pas que tu sois blessé par les dures réalités du marché. J'ai retiré ma main doucement, refusant qu'elle me touche. Vous étiez inquiet, ai-je demandé, ma voix s'élevant légèrement. C'est drôle, parce que personne ne m'a demandé comment j'allais depuis 10 ans. Vous n'étiez pas inquiet pour moi. J'étais un embarras pour vous. Leur visage s'est crispé. Ils n'aimaient pas la vérité nue. Ils préféraient leur version polie et arrangée de la réalité où ils étaient toujours les héros. Vous avez passé une décennie à minimiser tout ce que je faisais, ai-je continué, en gardant ma voix calme et froide. Vous avez ri quand j'ai dit que je construisais un logiciel. Vous avez appelé cela un passe-temps. Vous avez dit à vos amis que j'étais entre 2 emplois alors que je dirigeais des projets de transformation logistique dans Dieta. Arthur s'est raclé la gorge, essayant de reprendre contenance. Allons, Julian. Tu sais bien que nous ne faisions que plaisanter. C'est un truc de famille. Non, ai-je dit fermement, les mots percutant la pièce. Ce n'était pas un truc de famille. C'était une question de pouvoir. Vous me rabaissiez parce que cela vous permettait de vous sentir plus à l'aise dans votre propre réussite. Et maintenant que vous savez qu'il s'agit d'une valorisation à 100 millions de dollars. Tout à coup, je ne suis plus embarrassant. Maintenant, je suis un actif stratégique à exploiter. Béatrice a semblé sincèrement blessée. Ou du moins, elle a joué le rôle avec un talent théâtral. Ce n'est pas juste, Julian. Nous avons toujours cru en toi. Vraiment? J'ai haussé un sourcil, la mettant au défi. Donne-moi le nom de mon entreprise. Silence. Ils se sont regardés, paniqués. Ils ne savaient même pas ce que je faisais dans la vie. C'est Swift Route, ai-je dit. Nous optimisons la livraison du dernier kilomètre pour les chaînes d'approvisionnement médical grâce à la modélisation prédictive par IA. Nous opérons actuellement dans 27 États avec 213 partenaires de distribution et un taux de réussite des livraisons de 96%. Mon père a scié, son cerveau assimilant enfin l'ampleur de la chose. C'est impressionnant. Oui, ai-je dit. Ça l'est. Il a ajusté sa cravate coûteuse, reprenant ses manières de salle de conseil. Eh bien, dans ce cas, nous devrions revoir ta position dans la fiducie. Clairement, la situation a évolué. Nous pouvons faire des ajustements. Non, ai-je répondu, ma voix tranchante comme un scalpel chirurgical. Rien n'a évolué ces 20 dernières minutes, si ce n'est votre perception de ma valeur nette. Tu surréagis, Julian, a dit ma mère, la voix tremblante. Non, je réponds, ai-je dit. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Arthur a ouvert la bouche pour tenter de négocier à nouveau, mais j'ai levé la main. Laissez-moi être extrêmement clair. Je ne cherche pas de participation familiale. Je ne cherche pas de siège au conseil d'administration, et je ne cherche certainement pas de comarquage politique. Swift Route est entièrement financé. Notre conseil est complet. Nos investisseurs croient en notre vision parce qu'ils l'ont vue et soutenue avant qu'elle n'ait de la valeur. Pas vous. Les lèvres de Béatrice se sont serrées en une ligne fine et colérique. Et alors? Nous ne faisons tout simplement pas partie de ton histoire à succès? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la table, le cristal, l'argenterie, les gens qui ne m'avaient jamais fait de place jusqu'à ce que la pièce soit pleine d'argent. Vous ne faites pas partie de cette histoire, ai-je dit. Parce que vous n'avez pas voulu en faire partie quand cela importait vraiment. Je me suis levé. J'ai un appel d'équipe demain matin. Avec de vrais partenaires, de vrais croyants. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Attends, a dit mon père, se levant à moitié de sa chaise. Nous devrions en discuter, Julian. Nous sommes une famille. Nous l'avons fait, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Autour d'un loup de mer et d'une trahison. Alors que j'atteignais le couloir, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Marcus, couverture de Forbes confirmée. Expansion à Tokyo validée. Félicitations, PDG. J'ai souri, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai franchi la porte,
sans jamais me retourner. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été un tourbillon d'activités frénétiques et désespérées. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, rempli d'appels manqués et de SMS suppliants et soigneusement formulés de mon frère, de ma sœur et de mon père. Ils étaient passés du mépris le plus total à une obsession absolue à mon égard. C'était pathétique à voir. Arthur a envoyé un long SMS confus sur d'éventuelles collaborations. Béatatrice a laissé un message vocal expliquant qu'elle avait toujours admiré ma détermination et que nous devions repartir sur de nouvelles bases. Même mon père a envoyé un email intitulé simplement « Proposition de discussion ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai bloqué tous les numéros. Mais j'ai répondu à un message. Marcus m'avait envoyé une ébauche de notre communiqué de presse, notre valorisation à 100 millions de dollars, notre expansion au Japon, et à la fin, il avait inclus un court paragraphe que je lui avais discrètement demandé quelques semaines auparavant. Nous étions fiers d'annoncer le lancement de la Fondation Kensington, une initiative de 5 millions de dollars soutenant les jeunes femmes dans les technologies de la chaîne d'approvisionnement, en particulier celles issues de communautés sous-représentées. J'ai choisi ce nom non pas pour honorer ma famille, mais pour me le réapproprier. Pendant des années, Kensington avait été un nom utilisé pour m'exclure des fiducies familiales, des investissements et des conversations de table. Désormais, ce serait le nom qui ouvrirait les portes aux filles qui me ressemblaient. Des filles qui n'avaient pas l'allure requise, qui ne parlaient pas comme il faut, mais qui voyaient les systèmes et les schémas et croyaient pouvoir réellement changer les choses. L'événement d'annonce a eu lieu à notre siège de Boston. Pas de grande salle de bal, pas d'invités politiques, pas de personnes prétentieuses avec des flûtes de champagne, juste l'équipe de Swift Route, quelques éducateurs locaux et un groupe de lycéennes d'écoles défavorisées invités à visiter nos bureaux logistiques. J'ai vu leurs visages s'illuminer pendant que mes ingénieurs leur montraient comment nous modélisions les échecs de livraison, comment les données pouvaient déplacer des médicaments et comment les algorithmes pouvaient changer des résultats concrets. Le soir même, après l'événement, j'ai reçu un SMS de ma mère. C'était la première fois qu'elle qualifiait mon travail d'extraordinaire. Elle m'a demandé si j'envisagerais de laisser la famille organiser une collecte de fonds pour la fondation dans la maison de Martha S. Vignard. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. C'était la validation après laquelle j'avais couru toute mon enfance, mais elle me semblait complètement vide. Elle voulait toujours utiliser cette maison dont il m'avait exclu pendant des années pour organiser une collecte de fonds qui les ferait bien paraître auprès du public. Je n'ai pas répondu à son SMS. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi pour me rendre dans cette petite fleuriste poussiéreuse en bordure de Cambridge. Madame Reed, la propriétaire, se souvenait encore parfaitement de moi. Elle avait été la première personne à croire que je n'étais pas seulement doué avec les ordinateurs, mais que j'étais quelqu'un capable de résoudre des problèmes réels. Je lui ai remis une enveloppe contenant des instructions et une carte de visite. Le lendemain, un immense et magnifique bouquet de lys blanc a été livré au domaine des Kensington, adressé spécifiquement à ma mère. La carte à l'intérieur disait « Merci pour votre offre. La fondation a déjà un lieu, un entrepôt, exactement le même que celui où j'ai construit tout ce que vous appeliez autrefois une phase. Chaleureusement, Julien. » Je savais que cela ferait mal. Ce n'était pas le genre de blessure pour laquelle on pouvait intenter un procès. C'était le genre de blessure qui entamait directement leur fierté et révélait le vide de leurs gestes. Un mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole dans un lycée public de Baltimore. Une académie de sciences et technologies pour filles, nichée entre des garages automobiles et des entrepôts désaffectés. Il n'y avait pas de tapis rouge. Pas d'équipe de tournage, juste une chaise pliante, un modeste auditorium et 50 filles avec des cahiers et des regards vifs et intelligents. Je leur ai parlé de Swift Route. Je leur ai parlé des années passées à coder dans un garage glacial tout en livrant des pizzas juste pour payer l'espace serveur. Je leur ai parlé des défaillances logistiques qui retardaient les livraisons d'insuline et de la façon dont résoudre ces problèmes signifiait sauver de vraies vies humaines. Ensuite, pendant la séance de questions-réponses, une jeune fille au deuxième rang a levé la main. Elle ne devait pas avoir plus de 15 ans. Elle avait des tresses, du vernis à ongles écaillés et un regard de détermination intense et tranquille qui me rappelait trop mon jeune moi. Mes parents pensent que la logistique est réservée aux chauffeurs de camions, a-t-elle dit. Ils veulent que je sois médecin ou avocate, quelque chose de sérieux. Est-ce que votre famille vous a soutenu? J'ai hésité. La vérité flottait dans l'air, lourde et brute. Non, ai-je dit finalement. Ils ne m'ont pas soutenu. Pas au début. Pas quand c'était important. Elle a baissé les yeux,
les épaules affaissées comme si j'avais confirmé sa pire crainte. Mais j'ai continué, la voix ferme. Ce que j'ai appris, c'est que parfois, les personnes les plus proches de nous ne peuvent pas nous voir. Non pas parce que nous sommes invisibles, mais parce qu'elles ne reconnaissent que les reflets d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à les combattre. Vous devez juste construire quelque chose qu'elles ne peuvent pas nier. Vous devez construire quelque chose de si réel et de si entièrement vôtre que leur incompréhension devient complètement hors de propos. Elle a hoché la tête lentement. Je savais qu'elle avait compris. Ce soir-là, de retour dans mon loft surplombant le port de Boston, j'ai réalisé que j'avais enfin gagné. Mon père a tenté de lancer une action en justice contre mon conseil d'administration, mais il a été réduit au silence par les associés de SoftBank. La marque Kensington faisait désormais, pour la première fois de son histoire, quelque chose de bien, et ils n'avaient pas le pouvoir de m'arrêter. Le coup de grâce porté à leur influence est venu d'un endroit inattendu. La campagne électorale d'Arthur pour le Congrès sollicitait activement mon soutien, car il pensait qu'il serait bon d'avoir un membre de la famille axé sur la technologie à ses côtés. Lorsqu'il a enfin compris que je n'allais pas coopérer, il a tenté de divulguer une histoire à la presse affirmant que j'étais un fils rebelle qui gérait mal les actifs de la fondation Kensington. Il n'avait pas réalisé que je m'étais préparé à cela. J'avais conservé chaque email, chaque SMS et chaque reçu numérique de Béatatrice depuis qu'elle avait commencé à bloquer mes invitations. Je n'ai pas eu besoin de les divulguer. J'ai simplement demandé à l'équipe juridique de la fondation d'envoyer une lettre officielle au grand journal local, stipulant que je publierais l'historique complet de mon exclusion si le harcèlement de la famille Kensington ne cessait pas immédiatement. C'en a été fini. L'héritage des Kensington ne pouvait pas supporter un scandale impliquant un PDG qui faisait actuellement la couverture de Forbes. Arthur a abandonné ses arguments de campagne du jour au lendemain. Je me moquais des retombées politiques. Je me moquais de leur réputation. Seule comptait la vie que j'avais construite. J'ai organisé un dîner tranquille pour mon équipe dans l'entrepôt où tout avait commencé. Pas de presse, pas de gala, pas de gens prétentieux avec des flûtes de champagne, juste les personnes qui avaient cru en moi dès le début. Alors que tout le monde partait, Marcus m'a remis une dernière livraison. C'était un simple bouquet de pivoine. Pas de carte, juste un regard entre nous, une entente. Je les ai placés près de la fenêtre, à côté d'une photo encadrée de cet entrepôt à ses débuts, sol en béton, bureau en carton, pas de chauffage, pas de meubles, juste une vision. C'est ce que j'ai construit. Pas seulement une entreprise, un héritage, le mien. J'ai enfin compris que la douleur que j'avais subie n'était pas une malédiction. C'était la forge. C'est ce qui m'a rendu capable de construire quelque chose qui ne pouvait pas être touché par le nom des Kensington. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, repensant à cette table de dîner, je ne ressens plus de colère. La colère nécessite un lien, et j'ai rompu ce lien complètement. J'ai trouvé une nouvelle famille, une famille de gens qui construisent, qui résolvent et qui se soucient du monde. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous battez pour faire vos preuves auprès de personnes déterminées à vous rabaisser, rappelez-vous ceci, votre valeur n'est pas définie par la vision qu'elles ont de vous. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être extraordinaire. Vous avez juste besoin du courage de construire quelque chose qu'elles ne pourront pas ignorer. La vengeance la plus puissante n'est pas de les détruire. C'est de devenir si prospère, d'avoir un tel impact et d'être si sincèrement heureux que leur jugement n'ait plus aucune importance. Leur monde est petit, leur vision est étroite et leur héritage est bâti sur le sable. Mais le monde que vous construisez, lui, est fait d'acier. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille ? Avez-vous dû vous éloigner de personnes qui étaient censées vous soutenir ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis et je vous promets que vous n'êtes pas seul. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Cela compte plus pour moi que vous ne le pensez. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette aventure. Nous ne faisons que commencer.